la voie suivie par les pillages de ces ressources minières de la République démocratique du Congo, autant de questions et bien d'autres auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission que nous avons dans laquelle nous avons l'honneur de recevoir des experts économiques et des experts des questions de mines. Je m'en vais vous les présenter avec nous sur ce plateau. Monsieur Popol Mabolia, il est directeur général du cadastre minier Tamiansigle. Bonsoir Popol. Bonsoir Oscar. Juste à sa droite, Serge Moulumba, lui il est directeur général de Congo Fair Mining et en même temps directeur général de CDMC Mining. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et nous avons pu aussi approcher des journalistes, des experts, des questions économiques et même minières. Juste à mon extrême gauche, nous avons associé à ces plateaux spéciaux Willy Kalingai, il est analyste économique, directeur général du groupe de presse Géopolis. Bonsoir. Bonsoir Oscar. Et à sa droite, un homme à ne plus présenter, un économiste de renom en République démocratique du Congo. Il s'agit de Jérôme Sekana, analyste économique et coordonnateur, je ne sais pas si on doit appeler ça ONG, Asbel. de l'ASBL, Toile d'araignée. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Oscar. Nous allons commencer par les commencements. La guerre que nous mène le Rwanda via le mouvement terroriste M23, au-delà des velléités expansionnistes, c'est une guerre économique, une guerre d'exploitation de minerais. Monsieur Popol Mabolia, en 2 mots, pouvez-vous nous présenter la cartographie des zones qui recèlent de minerais, même stratégiques, dans la partie est de la RDC? Merci Oscar pour la parole. Dans la partie est de la RDC, lorsqu'on parle de minerais stratégiques, on parle essentiellement des 4 minerais que nous avons épinglés dans le cadre de ce qu'on appelle les 3T et l'or. Donc vous avez le wolfram, le coltan, le tungstène et le 4e c'est l'or. Je crois que j'en ai peut-être manqué un, je ne sais pas, mais les 4... non, pas le lithium. Là, on parle de minerais de l'Est de la RDC. Donc essentiellement, ce sont ces minerais qui sont, appétit glouton des pays voisins. Pensez-vous que cette guerre qui nous est imposée, ça fait aujourd'hui 30 ans de guerre, 3 décennies, il y a des enfants qui naissent sous le crépitement des balles, il y a des femmes qui sont violées, et il y a une instabilité criante dans cette partie de la République, 30 ans de génocide rwandais, et les conséquences ou l'incidence, c'est en RDC avec les pillages des ressources naturelles. Vous pensez que c'est justement l'exploitation illicite des minerais qui motive la guerre dans cette partie? C'est un moteur. C'est-à-dire c'est ça qui entretient ce désordre-là, parce qu'avec ça, les minerais sortent à moindre coût, et ça finance, si vous voulez, les pays malveillants qui achètent des armes pour continuer à perpétrer, et une autre partie de l'argent sert à construire leur pays. Et donc on entretient tous ces circuits, essentiellement d'abord pour troubler l'ordre public chez nous, avec tous ces malheurs que nous voyons, et de l'autre côté, on voit, si vous voulez, comment est-ce que du côté du Rwanda, il y a tout un avantage. Nous avons donc depuis toujours le début travaillé sur plusieurs plans, sur le plan du gouvernement. Nous avons travaillé depuis 2006, nous travaillons dans le cadre de la conférence internationale des régions des Grands Lacs. Nous avons travaillé sur le plan international avec toutes les organisations internationales, parce qu'il faut éteindre la source. Il faut éteindre la partie qui s'alimente sur le désordre. Donc il faut faire comprendre aux gens qui s'alimentent dans ces minerais qu'il y a tout un problème derrière. Et c'est comme ça que nous avons cheminé avec tous les cheminots que vous voyez ici depuis plusieurs années, avec les autres là-dessus. On voulait parler de Willy Kalingai, Jérôme Sekana et Serge. Nous avons cheminé et vous verrez au cours des discussions, quand ça va s'animer, tout le travail qui a été fait pour battre campagne, justement pour alerter sur le plan international des problèmes qui est. Donc il fallait d'abord faire prendre conscience aux personnes et ensuite élaborer des stratégies que nous avons fait pour éteindre cette situation. Popol Mabolia, on va revenir à vous tout à l'heure. Serge Moulumba, donc l'occupation des agglomérations, de certaines agglomérations dans l'est du pays par le M23, c'est stratégique.
En effet, comme Popol vient de le dire, c'était un complot monté depuis des années. C'est une guerre économique savamment montée par les pays étrangers pour s'approprier les ressources de la RDC. Et ici, je ne vais pas rentrer dans le passé. Pour la petite histoire, tout le monde sait très bien que c'est en 2000, avec le boom de l'industrie de l'électronique, que tout le monde a commencé à s'intéresser au niveau du coltan, parce que le coltan a une grande capacité, sa grande propriété est de pouvoir contenir la chaleur. Si vous remarquez bien, avant on avait des gros ordinateurs avec des ventilateurs à l'intérieur, même les laptops qu'on avait, il y avait toujours, quand vous l'allumez, il y a un fan qui tourne à l'intérieur, mais le coltan est venu révolutionner le monde de l'électronique, le monde de la défense, le monde médical, le monde de l'industrie de l'électronique, et c'est ça qui a fait que maintenant, pourquoi cette guerre économique? Parce qu'en fait, quand il y a une forte demande de ce minerai, eh bien, il y a d'autres grandes puissances qui avaient leur gisement de coltan ou de 3T, mais qui sont dans des profondeurs assez 600 mètres de profondeur, dont le coût de production est assez élevé. Et donc, il fallait monter une stratégie pour bannir le Congo du marché international, où le coltan était à moins cher. Et c'est comme Popol a dit, il y a une campagne, on ne va pas y revenir là-dessus, parce que cette campagne, elle a été vaincue. Donc, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, avant que la guerre de M23 ne commence, eh bien, le Congo avait déjà gagné le pari, parce que le Congo est un pays qui respecte la traçabilité, qui a accès au marché international et qui est première productrice du coltan depuis 2017, loin devant le Rwanda et les autres grandes puissances. Parce qu'on regarde un peu sur la toile des informations qui circulent, c'est confirmé que le Rwanda est premier producteur du coltan. Non, ce n'est pas... Mais Serge Mouloumba, on ne va pas oublier que la plus grande usine d'exploitation des traitements du coltan en Afrique centrale est localisée au Rwanda. Jérôme Sekana. Oui, d'abord, laissez-moi féliciter les gouvernements parce que nous sommes en train maintenant d'éventrer les bois pour découdre, essayer de mettre à nul les mensonges de Kagame. Kagame s'amusait à mentir à la face du monde qu'il venait en République démocratique du Congo pour poursuivre les FDLR, alors que son objectif était essentiellement économique, c'est de la rapine. Parce que son économie ne tient pas la route, elle est sous perfusion, non seulement de la communauté internationale, il fallait arrondir les angles avec la rapine de la République démocratique du Congo. C'est vrai, il a construit une usine de raffinerie au niveau de Kigali, mais qui ne fait pas le travail. Pourquoi? Parce que ces idées machiavélistes, ces idées de pouvoir conquérir l'Est de la République démocratique du Congo et avoir le minerai à vil prix pour alimenter cette usine, les circuits maintenant, il est interrompu. Donc avec la stratégie que mène aujourd'hui la République démocratique du Congo, il est pratiquement difficile au Rwanda d'avoir un flux constant de minerais et d'alimenter cette usine. On n'investit pas pour investir. Et surtout que nous aussi, nous commençons le même projet. Nous avons ici notre usine que nous sommes en train de construire. Ce qui fait que nous allons même changer d'itinéraire. Mais ça va prendre du temps parce que... Non, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons même changer de la trajectoire parce que la facilité que le Rwanda a trouvée, c'est que le Rwanda se trouve à côté des mines. Mais les mines se trouvent à l'intérieur du territoire national et nous pouvons changer même la trajectoire. Donc nous avons toutes les cartes en main. Avec la politique actuelle de notre gouvernement, nous allons mettre à genoux le Rwanda et mettre à nu tout le mensonge cousu de fil blanc pour que nous puissions vraiment récupérer notre souveraineté. Jérôme, l'usine n'a jamais été construite. Allez-y. C'est une précision parce que ici, avec la stratégie de communication du Rwanda, on a l'impression que la raffinerie n'existe pas au Rwanda. Ils ont commencé avec la raffinerie de l'or. Bon, oui, de l'or. Et puis, dans les pipelines, la raffinerie du coltan. Je parle du coltan, la raffinerie, c'est juste une fondation qui a été faite. Bien sûr. Et ce qu'on montre, ce sont des maquettes. Ça doit être une précision parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'au Rwanda, il y a déjà une raffinerie de coltan. Il n'y en a pas. Voilà. C'est peut-être une stratégie de communication de l'autre côté pour montrer que les choses vont dans les bons sens. Allez-y, Popol. Du fait que nous avons justement, sur le plan international, fait un lobbying assez fort. Et bon, ils s'en sont trouvés, parce qu'on a conscientisé, si vous voulez,
les acheteurs finaux là-dessus avec tous nos systèmes qu'on a mis en place. Merci Popol. Willy Kalengai, je voulais qu'on réfléchisse à haute voix, qu'ensemble nous puissions réfléchir à haute voix. Pourquoi les multinationales, au lieu de traiter directement avec le Congo, les autorités congolaises, pour l'exploitation des minéraux qui sont situés dans l'est de la RDC, elles préfèrent passer par le Rwanda? C'est clair, ce sont des capitalistes. Quand on est capitaliste, on cherche les voies les moins coûteuses et on essaye de diminuer les charges pour accéder sur un contrôle absolu. Les États exigent des contrôles, les États exigent énormément de choses. Et puis, il faut le comprendre. À partir du moment où Serge vient de le dire, il fallait trouver des sources d'approvisionnement pour la nouvelle industrie électronique qui vient de se déployer. Il fallait absolument trouver une source qui soit une source accessible. Alors, une source accessible, ça signifie là où nous pouvons aller ramasser. L'Afrique a toujours été la destination du... On ramasse ici en Afrique, on vient, on prend et on s'en va. La quête et tout ça, tout le monde veut ramasser en Afrique. Parce que pour les grands capitaux, l'Afrique n'a pas d'État, l'Afrique n'a pas d'interlocuteur valable. C'est un mauvais préjugé. C'est comme ça que les multinationales ont mis en place un système par lequel passe la corruption, la violence et évacuer des populations parce que la terreur, la guerre est un moyen de faire l'économie d'une autre manière. Alors si on fait la guerre, on va traumatiser ces populations et elles vont laisser ces zones et nous allons y accéder et nous ne paierons aucune taxe. Aujourd'hui, les M23 se servent sans payer aucune taxe. Aujourd'hui, les différents... Je vais juste donner un petit exemple qui est arrivé en 1997. N'oubliez pas, quand Mouzé arrive, Mouzé est ici, l'RCD prend. L'RCD ne veut pas rester dans le pays. L'RCD commence la guerre. Ils arrivent à Manono, où il y avait des rejets de cassiterite. Et l'RCD, sachant que... Manono, c'est dans la province du Olomami. Et ils disent que nous allons exploiter les rejets de cassiterite. Ils mettent en place une rotation d'avions. Chaque jour, les gens de Manono savent qu'il y avait 5 rotations chaque jour pour prendre ces rejets et aller exploiter et sortir les coltans. C'est une méthode d'exploitation aujourd'hui qui passe par l'inimisation des populations. Les Congolais n'ont pas de valeur, les Congolais c'est du bétail, même si ça n'a aucune valeur à leurs yeux. Et c'est ça qui est dangereux. Dieu merci, la campagne à partir de 2006 a commencé à porter des fruits. La conscience internationale a bougé quand même. On ne peut pas tuer des populations de manière impunie sans qu'il y ait des retours. Et les retours ont eu lieu. Le Rwanda est dans ses derniers retranchements. Il ne nous reste que de renoncer ou périr. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Parce que le Congo doit exister ou disparaître, selon certains analystes, si les Congolais ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont, de l'avenir de leur pays. Oui, mais la disparition du Congo, ça a été un programme. Je ne veux pas citer ici Bill Clinton. C'est une idéologie qui est née aux États-Unis. Et je ne veux pas non plus citer ici notre confrère qui en a fait une campagne très très forte en parlant de balkanisation. C'est une stratégie de puissance. Les Américains, certains Américains, pas tous, certains Américains estimaient qu'un pays comme le Congo, 2 millions de kilomètres carrés, c'était énorme. Les Congolais ne seront jamais capables de faire face aux enjeux de leur développement. Il faut donc diviser ce pays en plusieurs morceaux. Voilà, puisque nous parlons du pillage systématique, peut-être avant que je vous accorde la parole, Jérôme, du pillage systématique des ressources minières, des matières premières de la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir quels sont les acteurs qui sont dans les circuits qui sont mis en jeu, parce qu'en dehors du Rwanda, parce que c'est lui qui est cité en premier, le cerveau moteur c'est le Rwanda, mais quels sont les autres acteurs qui interviennent dans le pillage de minerais de la RDC? Nous, la RDC, ce que nous avons fait, c'est que nous travaillons à l'intérieur du pacte de stabilité, de la paix et du développement dans la région des Grands Lacs. C'est ce qui avait été demandé par la communauté internationale. Et à l'intérieur de cela, nous avons créé une initiative par la déclaration de Lusaka en 2010, où on s'accordait que tous les pays
qui étaient frontaliers à la RDC, je crois qu'il y en a 12, signaient un accord sur lequel nous aurons 6 instruments. Le premier qui nous était assez intéressant, c'était la certification des minerais. Le minerai sort avec un certificat, on parlera de la traçabilité, tout ça. Le deuxième, c'était l'harmonisation des lois. Mais une qui est aussi extrêmement importante, c'était faire partie de l'ITIE. Et une autre, c'était donc la formalisation du secteur minier. Et puis le dernier, qui était aussi extrêmement important, c'était mettre en place une base de données basée à Bujumbura. Pourquoi nous avons privilégié cette voie? Parce qu'il était plus facile de démontrer les quantités produites et les quantités exportées. Ça, c'est la traçabilité. C'est la traçabilité. Non, à travers la traçabilité de minerais, vous avez tout le processus. Donc vous avez la certification qui passe d'abord par l'identification du puits, la traçabilité du minerai et puis la certification. Et nous avons toujours été un bon élève dans CIRGL. Et aujourd'hui, nos statistiques apparaissent au niveau de Bujumbura. Le Rwanda ne l'a jamais fait. Mais par contre, à travers la Banque nationale du Rwanda, vous apprenez qu'ils ont surpassé en termes d'exportation des minerais. Ça, c'est de manière beaucoup plus scientifique et ordonnée que nous pouvions montrer à la face du monde que voici, ces minerais viennent de la RDC. Donc les circuits n'est pas respecté, les circuits suivis par les minerais. Avec la traçabilité, on peut savoir, et nous savons exactement, ça traverse où, ça part comment, qui sont les acheteurs finaux. Tout ça est connu. Mais bon, on n'est pas là pour aller faire un procès à des gens qui ne sont pas là, ils ne veulent pas. Mais tout ça est répertorié d'une certaine manière parce que la destination finale, elle est faite. Et le Product of Rwanda et le Product of Congo, on a déjà commencé à se battre. On va revenir. Jérôme, vous avez posé une question pertinente à mon ami William Kalingai. Vous savez que ceux qui sont à la base de ces pillages, ce ne sont pas vraiment des États, ce sont les multinationales. Les multinationales qui ont besoin de ces minéraux constituent déjà des lobbies, même au niveau des Nations Unies. Donc dans toutes les instances décisionnelles. Et ils utilisent de l'argent, la corruption au plus haut niveau. Ce qui fait que vous avez des pays entiers qui disent que non, nous condamnons ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais ne prennent pas la décision ultime, c'est-à-dire ne sanctionnent pas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. Au lendemain de l'évasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu toute une batterie des mesures et tout ça, des sanctions, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il faut comprendre que nous ne nous battons pas avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un sous-traitant. Et le MIR, donc le Rwanda, le régime rwandais avec tout ce qu'il fait, ça va s'écrouler comme un château de cartes parce que, en fin de compte, le Rwanda n'aura plus vraiment les moyens avec tout ce que nous sommes en train de prendre comme stratégie en République démocratique du Congo. Donc, ici, il faut comprendre que derrière le Rwanda, il y a des multinationales. Derrière le Rwanda, il y a aussi d'autres personnalités politiques qui cherchent à balkaniser le pays pour faire de cette partie de la République démocratique du Congo un non-État où ils peuvent s'imposer et exploiter à volonté nos minéraux. C'est qu'ils oublient qu'il y a l'intangibilité des frontières. C'est qu'ils oublient que nous sommes un pays souverain. C'est notre pays. On ne peut pas nous demander de faire chez nous ce qu'eux ne peuvent pas accepter qu'on fasse chez eux. Et voilà, donc, voilà pourquoi j'ai dit que tout ce que vous suivez au niveau international, les condamnations ne viennent pas. Nous devons bloquer la sortie des minéraux. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça dans le dos et amener chez eux. Vous partagez cette réflexion, bloquer la sortie des minéraux? Et c'est la solution parce que Kagame, à un moment donné, il a plaidé non coupable. Il dit que les minéraux transitent par les Rwandais, mais vous ne parlez pas de la destination finale. Moi, je pense qu'il a plutôt plaidé coupable, parce que quand il reconnaît déjà que les minéraux passent par chez lui, c'est ce que notre chef de l'État avait déjà dit, la guerre que mène le Rwanda, c'est pour les matières premières. Je vous donne un exemple beaucoup plus simple. Pour nous, vous savez, les minéraux font vivre des communautés. Vous allez dans le cadre de Massissi, aujourd'hui, quand vous dites, vous stoppez, les minéraux, on l'avait déjà fait sous d'autres régimes ici, et ça ne fait que profiter au Rwanda. Oui, parce que c'est ce qu'ils ont fait maintenant. On a expliqué bien par le DG tout à l'heure de Camille que nous exportons avec le certificat CIRGL. Mais au Rwanda, ils n'ont pas souscrit à ça. Et ils savent ce qu'ils évitent.
Maintenant, si vous dites, comme Jérôme dit qu'aujourd'hui, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en fait, il faut couper, que les minerais n'aillent pas au Rwanda. Oui. Que les minerais aillent à destination directement. Et vous allez les faire comment? Parce que le pays est occupé dans cette partie. Comme dans l'Est, il y a les M23 qui sous-traitent, qui est sous-traité par les Rwandais pour exporter les minerais des critiques. C'est ce que j'ai dit. Depuis les 14-15 années passées, le Rwanda a perdu les pédales. Et comme le DG l'a dit, tout le monde reconnaît, le Rwanda a perdu les pédales. Tous les projets au niveau des raffineries n'ont pas marché. Parce que nous sommes organisés en interne pour contrôler notre marché. Et des multinationales aussi ont fait confiance au Congo, ils s'approvisionnent chez nous. Ce qui est déjà bon en ce moment. C'est cet élan qu'ils ont voulu couper. Si vous regardez bien, et nous plaidons pour cela, en 2024, si les statistiques du Rwanda montent, on sait d'où ça vient parce que les minerais viennent du nord de la République démocratique du Congo, et je ne suis pas le seul à le dire, la communauté internationale le dit, les ONG, l'UN, la société civile congolaise, on le dit. Et si aujourd'hui on se dit, c'est ce qu'ils ont fait, pour paraphraser ce que Jérôme a dit tout à l'heure, pourquoi les M23 ne vont pas jusque dans la mine? La mine de Rubaya n'est pas occupée par les M23. Ah bon? Mais la mine de Rubaya, nous apprenons que même Massissi... Non. Massissi, les mines de Rubaya ne sont pas occupées par le M23. Le M23 a juste coupé les voies d'évacuation de Rubaya. Eh bien, ils se sont installés en Chèque. Et les M23 laissent le main libre aux exploitants congolais? Non, les exploitants congolais sont libres, ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Pour eux, ils doivent produire, les négociants doivent acheter. Et pour le moment, la voie d'évacuation est coupée. Et selon ce qu'on a dit tout à l'heure, nous avons souscrit au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence en ce qui concerne les minerais dans les zones de conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la voie d'évacuation a été coupée, eh bien, tout de suite, les entités de traitement, les coopératives qui travaillent dans le Massissi devaient arrêter d'acheter parce qu'aucun acheteur final ne voulait prendre les minerais qui viennent du Nord Kivu. Et pour le moment, par exemple, nous sommes sous un embargo de fait parce que les minerais du Nord Kivu, personne n'en veut à cause de la voie d'évacuation qui est coupée pour que ceux-là qui vont les acheter au finish n'aient pas des rapports d'incident. Ils vont dire non, ils ont pris des minerais dans cette zone. Les minerais du sang Non, ce ne sont pas les minerais du sang. Ça, c'est un concept. C'est ça qui est déjà utilisé au niveau de la communauté internationale. Ce concept, je crois que le DG va l'expliquer. Ce concept a été enlevé, parce qu'on a fait une campagne des années pour dire que non, ce ne sont pas les minerais du sang, ce sont les minerais sans conflit. On a même évité de dire... L'Australie était derrière ça. Nous les Congolais, nous vendons les minerais sans conflit qui sont tracés, qui sont connus, mais de l'autre côté, c'est pas connu. Avant que peut-être que les DG ne parlent, Willy Kalengai, l'Union européenne, pour revenir sur cet accord qu'il a signé sur les minerais, la chaîne de valeur avec le Rwanda. Et puis pas plus tard qu'il y a quelques jours, la France venait de conclure un accord de coopération économique. Vous savez, avec le Rwanda pourra conclure 1000 accords, mais le Rwanda ne pourra jamais avoir les minerais que nous avons. C'est cela. Donc on peut aller comme commissionnaire, signer des contrats avec tous les gens qui sont demandeurs, mais si vous n'avez pas quelque chose derrière vous, vous n'avez rien à vendre. Mais sur le plan diplomatique, la ça force, va être des symboles. Non, c'est parce que nous, les Congolais, nous sommes très attentifs aux éternuements du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui est à côté de nous. Ils nous font la guerre, mais le Congo est un grand pays. Le Congo doit se lever et faire sa marche. Et depuis, on ne le dit pas assez, mais nos techniciens ont travaillé. Aujourd'hui, sur le minerai du Congo, il y avait un soupçon. C'est pas seulement le coltan, même le cobalt était menacé d'être traité de cobalt de sang. Nous avons réussi, grâce à nos techniciens, grâce à notre gouvernement, grâce aux efforts qu'on continue, à faire passer les minerais congolais directement vers les utilisateurs finaux. Ça existe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ceux qui avaient été prépositionnés pour la rapine, et Jérôme vient de le dire, ça n'est pas simplement au Rwanda, ça commence à l'Union européenne, les fonctionnaires des Nations Unies. Tout le monde avait déjà été recruté pour faire passer deux idées. La première idée, le Congo c'est le chaos. La deuxième idée, le Rwanda c'est la voie royale.
Ces deux idées ont été vendues, laissez-moi terminer. Ces deux idées ont été vendues et ils sont devenus l'idéologie par laquelle la guerre nous était faite. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ceci est tombé. Le Rwanda n'est plus capable. Ils ont signé un contrat avec la France pour les 20 millions. C'est parce qu'ils font les gardiennages. C'est 400 millions. Ils font les gardiennages dans certains pays d'Afrique. Donc, ils font les gardiennages au Mali, au Mozambique et tout ça. Ils gardent les puits d'une société française. Oui. Les gaz. Mais sur le plan de l'approvisionnement par rapport aux minerais du Congo, ils sont bloqués. Et il faut que les Congolais les sachent. Aujourd'hui, les Rwandais ne pourra plus. Sinon, Kagame n'allait pas parler que je ne suis pour rien. Ces mineurs ne font passer que par ici. Ils sont bloqués. Les statistiques, évidemment, de 2 années passées ont fait que le Rwanda avait une très grande production de l'or, très grande production du coltan, mais c'était du coltan et de l'or congolais. Quand on a mis en place l'état de siège et qu'on a commencé à contrôler la production, Tout ce qui traversaient la frontière, le Rwanda a vu ses statistiques baisser. Merci Willy Kalingai. Je reviens au directeur général du cadastre minier, Popol Mabolia. Je voudrais savoir si, à votre niveau, vous avez des indications de cette contrebande, parce qu'il ne faut pas parler à l'air. Il y a une contrebande à grande échelle dans le Kivu, des minerais qui traversent même des nuits, ou des Congolais qui sont utilisés comme des intermédiaires pour faire passer les minerais du Congo vers d'autres pays. Est-ce que vous avez des indications des sociétés ou des coopérants, de ceux qui coopèrent avec les Congolais? Oui, on a beaucoup d'éléments, mais bon, écoutez, ce n'est pas vraiment dans notre rôle. Vous savez pourquoi on a aujourd'hui au ministère des Mines créé l'inspection générale des mines, qui est une nouveauté que Madame la ministre a pilotée. C'est justement pour combattre cette fraude qui est à grande échelle et pour lequel nous n'étions pas assez fournis. Mais ce que moi je voudrais insister, c'est que nous devons, lorsque nous regardons avec tous les minerais, et M. Serge qui a commencé à être avec moi depuis longtemps, est maintenant passé dans l'industrie comme maintenant producteur ou homme d'affaires. Il faut, tous ces minerais que nous avons, il nous faut reconquérir notre capacité industrielle congolaise. Sinon, on n'y arrivera jamais. L'or sort en fraude, l'or sort ici. Qui peut me dire combien produit Sokimo? C'est moi. Si la compagnie fonctionnait, elle pourrait tout absorber. Donc il y a des problèmes où, en interne, nous devons regarder combien produit aujourd'hui la Gécamine, combien produit. Et là où on a très fort, on devrait l'utiliser. Peu de gens savent que la Gécamine, à travers STL, produit du germanium. Et le germanium que produit STL, c'est 25%. Minimisable. Non, c'est 25% de la consommation mondiale. Et c'est un minerai critique dont les Américains sont friands à cause des lasers qu'ils doivent faire et tout ça. Donc c'est quelque chose d'important. On vend ou on prend ce que nous avons de plus important et puis nous leur montrons la nécessité de respecter les standards que nous avons tous signés. Ne prenez pas n'importe où. Prenez ce qui est tagué. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'avec les Rwandais et avec la traçabilité qu'on a fait? Ils ont commencé à prendre comment on dit encore, les tags, les étiquettes. Ils ont commencé à venir le faire dans nos mines chez nous. Prenaient, ils les faisaient, alors Product of Rwanda, alors que ce n'était pas. C'est comme ça qu'on a créé l'IGM, pour contrer ce genre de situation. Ce sont des produits qui sont venus chez nous. Mais ce que nous devons nous concentrer, pas nous larmoyer tout le temps. Aller de l'avant avec la stratégie que nous avons mise avec lui et d'autres stratégies, la reconquête industrielle. À l'Est, nous sommes en train de regarder comment est-ce qu'on peut créer une ceinture aurifère de tout ces pour la raffinerie. Primera est déjà une première riposte. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont prises sous le leadership du président de la République, directement pour le cas de Primera et d'autres que nous sommes en train de mettre en place. On va éteindre, comme je l'ai dit au début, on va éteindre toutes ces histoires en allumant la lumière chez nous. Serge Moulouba, comment cette reconquête va-t-elle se faire dans un pays où l'ennemi veut toujours créer les désordres, profiter de la désorganisation pour continuer à piller les richesses? Oscar, je crois que 30 ans, c'est la symbolique de 30 ans, c'est un temps de sagesse, un temps de réconfort, un temps de responsabilité. Et je crois que ce programme arrive à point nommé parce que déjà, le mécanisme, la stratégie est en place. La stratégie a porté de fruits. Mais la stratégie a été un peu seulement
mise à mal avec les M23 dans la zone. Mais cette stratégie va pouvoir se mettre en place à une seule condition. Et cette condition, je crois que les membres du gouvernement qui nous suivent, le chef de l'État lui-même, c'est la sécurité. Et comme j'ai dit en ce moment-ci, les mines, par exemple, du Nord Kivu, spécialement celle de Massissi, il n'y a pas de rebelles là-dedans. Les mines sont libres. Et puis, dans cette stratégie aussi, ça je peux le dire, le chef de l'État, en pointant du doigt le perturbateur et le voleur des minerais de la RDC, c'était bien clair, exactement. Et compte tenu, ils connaissent aussi les règles de l'OCDE sur le devoir de diligence, eh bien, sachant qu'ils menaient cette guerre pour prendre les minéraux de chez nous, eh bien, ils ne pouvaient pas envahir les mines. Et maintenant, on coupe les voies d'évacuation, et je crois que une fois que la paix revient, une fois les voies d'évacuation retrouvées, eh bien nous allons continuer à faire notre projet. Le trading va continuer, le projet de géologie va continuer, le projet d'installation d'une usine que nous allons pouvoir implanter là-bas va continuer. Et donc, le succès sur le plan international va continuer parce qu'au même moment, nous sommes en train de mener un lobby gouvernement et nous, les opérateurs miniers, pour dénoncer tous les tonnages qui sont partis au Rwanda. Et il y a un lobby, une stratégie, une communication stratégique doit être faite là-dessus avec les organisations qui sont en train de valider les mines de l'autre côté du Rwanda, qui donnent les étiquettes et tout le reste. Eh bien, tout le monde est mis mal à l'aise aujourd'hui. Voilà pourquoi le président de l'autre côté a essayé de paniquer. Willy Kalenga, mais d'aucuns s'interrogent sur la main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son avènement au pouvoir. Il a préféré collaborer, que les Rwandais exploitent de manière légale, passent par des voies normales, officielles, pour l'exploitation des minéraux. Mais apparemment, le chef de l'État n'a pas été compris. Non, mais le chef de l'État, c'est un stratège. Je crois qu'on ne commence pas directement par des soupçons. Il a ouvert les marchés congolais au Rwanda parce que le Rwanda était déjà soupçonné. N'oubliez pas, les Rwandais n'étaient pas toujours en odeur de sainteté avec les régimes passés. Mais quand il arrive, il fallait absolument ouvrir d'abord les discussions pour voir pourquoi on peut, comment il faudra commercer de manière pacifique. Et ça, c'était important parce que ça a permis au Rwanda d'arriver, mais le Rwanda ne pouvait pas accepter ces règles de jeu. On vous a dit tout à l'heure la liste des conditions internationales que le Rwanda ne respecte pas. Déjà au niveau de la traçabilité, à partir du moment où vous exportez ce que vous ne produisez pas, comment vous voulez que vous entrez dans un échange ouvert? Non, le président a laissé le Rwanda se dévoiler pour qu'il n'y ait plus de prétextes et de raisons. C'est vrai que l'on peut penser que c'était un peu faire trop confiance, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. À partir du moment où il n'y avait pas d'acte posé et que le Rwanda avait lui-même déclaré qu'il allait mettre en place un mécanisme de collaboration avec le Congo, qui soit un mécanisme ouvert. Mais c'était sans connaître la stratégie du Congolais. Les Congolais doutent de leur propre force et c'est ce qui me déçoit un peu. Non, les Congolais sont forts parce que nous ne nous battons pas contre des petits pays, nous nous battons contre les puissances mondiales. Ils ont décidé de nous exterminer, de nous éliminer, de faire débattre le pays. Le pays continue à vivre dans ses frontières. Aujourd'hui, les M23 a commencé à attaquer depuis 2022, mais nous sommes au Nord Kivu, ils n'ont pas un dixième du Nord Kivu. Ça signifie quand même qu'il y a une force de rétention. Si vous faites la comparaison, vous allez vous rendre compte qu'en 1996, quand l'AFDEL arrive, l'AFDEL a conquis le pays en 6 mois. En 2013, les mêmes M23 a été défait, mais ils ont quand même conquis jusque Goma. Ils avaient, autour de 2 mois, ils avaient fait leur guerre. Aujourd'hui, ils sont à plus d'une année et 5-6 mois, ils sont maintenus dans une portion de terre. C'est vrai qu'il y a des populations, mais c'est combien? Ça signifie que le Congo ne croit pas en sa puissance, mais le Congo est puissant. On a contenu l'avancée du M23. Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés à Goma? Pourquoi ils ne parlent pas Kisangani? Parce qu'il y a une armée qui a mis des bornes. Je termine en disant ceci. Le président avait raison de prendre cette stratégie parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le président Paul Kagame est connu sous sa vraie nature, qui a permis au monde de connaître Paul Kagame. Ce n'est pas quelle nature, ça? Mais c'est un prédateur. C'est un prédateur, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous vous rappelez déjà
que certaines images circulent, on ne les salue même plus. Il y a certaines manifestations internationales, il n'est plus invité. Aujourd'hui, il ne reste qu'un sentier. C'est les sentiers des souvenirs de ses acquaintances anciennes. Ça signifie Bill Clinton, Tony Blair, qui ne sont plus au pouvoir depuis de longues années, et c'est eux justement qui maintiennent en lui une certaine image d'un homme public respectable. Pourquoi? Parce qu'un homme, notre président, a réussi, grâce à une certaine intelligence stratégique, à pousser le président Kagame à faire tomber les masques. Je vois Jérôme Sekana qui veut ajouter quelque chose. Les masques sont tombés. Et il faut féliciter notre président parce que s'il pouvait commencer tout de suite à dire que nous ne collaborons pas avec le Rwanda, on allait dire que nous sommes de mauvaise foi. Nous avons ouvert nos mains. Nous avons dit aux Rwandais, venez travailler avec nous. Il y a eu même des propositions de contrats. Vous avez une raffinerie de l'or, alors nous vous envoyons de l'or là-bas. Faites-les là-bas. Mais on a compris qu'ils ont toujours des velléités usurpatoires, expansionnistes. Donc ce n'est pas ça qui les intéresse. Nous avons compris également que derrière Kagame, il y a des gens qui rêvent, ils le rêvent d'un pays qu'ils peuvent fabriquer à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et quand vous regardez la cartographie des conflits armés, elle se superpose sur la cartographie minière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ce sont les mines qu'on vise. Et ces gens-là, on ne fabrique pas les armes ici. Les armes proviennent d'où? Vous avez des missiles sol-air qui arrivent à l'Est. Même Kagame n'a pas l'argent pour acheter ça. Donc nous devons comprendre, mais là ils attendront longtemps. Le Kagame, c'est justement l'arbre qui cache la forêt. C'est très clair. Kagame a déjà des problèmes. Parce que des milliers de morts qui sont enregistrés là. On a même interdit aux gens de pleurer. Parce qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont morts au front en République démocratique du Congo. On ramène les cadavres, on les enterre on dit ne pleurez même pas. Dans les éléments de RDF, de l'armée rwandaise. Et oui, il faut retenir une chose. Quand bien même Kagame est assisté par ses amis, tu rêves, et je pense qu'ils continueront à rêver. Mais Kagame ne peut pas tenir pendant longtemps cette guerre. C'est ça, pour cette raison, vous le voyez aller à Londres négocier pour qu'il y ait encore d'autres personnes qui arrivent, même qu'ils puisent même certaines, les demandeurs d'asile pour les envoyer à l'Est parce qu'il est à bout de souffle. Donc, nous sommes en train de nous organiser. Et nous sommes contents. Avec, par exemple, notre gouvernement, vous avez les livres blancs, il faut tripler le budget. Moi, j'ai dit dans des émissions que nous sommes un grand pays, nous devons avoir une armée de plus ou moins 1 million d'hommes, avec 500 000 réservistes, pourquoi pas? Et nous allons voir comment Kagame va tenir. Il ne tiendra pas, c'est pour quelque temps. Et là, nous devons tenir bon. Et c'est pour cette raison que vous avez la pression de la communauté internationale. Depuis quand vous avez déjà vu des ambassadeurs débarquer et commencer à dire, ne signez pas des contrats avec les Russes. Ne faites pas ceci. Mais au nom de quoi vous allez nous demander, nous, de ne pas signer avec... Non, bien sûr que nous sommes en partenariat avec les Américains, mais quand les Américains ne jouent pas franc jeu, nous sommes libres, nous sommes souverains. Mais vous n'avez pas à venir nous dire ici que nous ne devons pas faire ceci ou cela, d'autant plus qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont de sérieux problèmes. Et la France est en train de jouer un mauvais jeu. La France, parce que la France utilise le Rwanda comme une armée de quoi? Une milice qu'il utilise pour aller au Mozambique, par-ci, par-là, oubliant que si la République démocratique du Congo aujourd'hui quitte la francophonie, ça sera la catastrophe. La France va s'écrouler comme un château de cartes. Donc, je vais terminer. Nous sommes dans les secteurs miniers, rapidement, mais dans ces secteurs miniers-là, tout est lié. Tout est lié. Quand vous voyez ce que la France est en train de... Même dans les pétroles, les patrons de Total a bombé les torses ici pour dire que, écoutez, non, nous n'allons pas participer aux appels d'offres. Et quelques temps après, il fait les yeux doux, il envoie oui, bien sûr, il envoie des jets ici. Donc le problème est là. Je voudrais demander aux compatriotes de tenir bon. Et surtout à notre gouvernement de tenir bon. Et à nos forces armées, nous allons mettre un terme. Ça sera réglé une fois pour toutes. Et Kagame ne va plus se permettre de faire ce qu'il est en train de faire, y compris les générations futures. Je termine en disant ceci. Rapidement, Jérôme. Nous avons des problèmes avec le gouvernement, le gouvernement rwandais, génocidaire, parce qu'ils ont commis les génocides en République démocratique du Congo.
Mais nous n'avons pas de problème avec le peuple. Mais ce qu'il est en train de faire, j'ai suivi les professeurs Ndaïwel ici. Aujourd'hui, ce sont les Hutus qu'on est en train de pourchasser. Même s'ils ne sont plus là. Ça fait 30 ans depuis qu'ils étaient entrés ici. D'autres, la plupart, c'est eux-mêmes qui les ont tués d'ailleurs ici. Mais très prochainement, peut-être. Ça sera les revers de la médaille. Alors, avec tout ce qu'ils nous font, des tueries comme ça sauvages, est-ce que nous allons les accepter? Parce que c'est la même communauté internationale qui nous avait demandé en 1994 d'ouvrir nos frontières. On n'avait pas voulu. Jérôme, ce que j'ai aimé dans vos propos, c'est que la RDC a des problèmes avec le gouvernement rwandais, pas avec le peuple rwandais. Monsieur Popol Mabolia, vous avez suivi religieusement Jérôme Sekana, votre réaction? J'ai vu son émotion. Mais écoutez, moi je reste dans mon secteur que je maîtrise mieux que lui qui a des situations qu'il parle. Qu'est-ce que nous avons appris depuis toutes ces années? C'est que là où nous avons eu des difficultés, des guerres, lorsqu'on construit une mine où on arrive à faire une exploitation industrielle, ça s'éteint. Je prends le cas de Alpha Mine, qui s'est installé dans le Bissier. Hier, c'était un désordre absolu. Aujourd'hui, c'est calme. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est qu'on puisse mettre une route qui va partir de Walikale jusqu'à Goma pour faire évacuer nos minerais. Même à Kisangani. Nous sommes dans les... Oui, ils font. Oui, c'est 1000. Attention, mais ils font 1000 km en sortant par là. Ouais. C'est comme ça qu'on vous dit qu'il y a ce problème justement des infrastructures. On doit développer notre pays assez rapidement. Je prends le cas de Kibali. Là-bas aussi, c'était une région assez infestée. Mais depuis qu'ils se sont installés à Ouatsaya Dourba, tout est calme. Il y a un calme qui est revenu, un calme. Donc là où on a cette force industrielle, ça nous permet de faire une boomerang d'économie de tout ça. Et lorsque notre ami à droite ici va faire son projet dans une situation aussi extrêmement difficile, j'ai gain et je parie que quand c'est un truc qui appartient aux Américains, aux étrangers, c'est pas tout le monde qui y va pour aller commencer à les casser ça. Donc je crois que quand je parle de cette révolution industrielle, c'est qu'avec des Congolais, nous-mêmes, là, on peut le faire. On ne va pas toujours aller se plaindre les Français, on a suffisamment d'argent, on a le fonds minier pour les générations futures, on a la technicité qui est là depuis, ça fait 100 ans que nous faisons le cobalt, on est capable de le faire. Et on va le faire nous-mêmes. Nous, en tout cas moi dans mon secteur, c'est ce que je sais que nous allons y arriver assez rapidement. Serge Moulumba, vous avez suivi Popol Mabolia. En termes de stratégie, pourquoi à l'interne, il n'y a pas d'initiative d'aller rencontrer les destinataires finaux de nos minéraux? Parce que nous plaignons tout le temps, nous plaignons les multinationales, mais on sait que les coltans qui quittent Goma transitent par les Rwandais et vont dans tel pays. Non, Oscar, non, on ne se plaint pas. Non, on ne se plaint pas. Et même quand nous sommes venus ici, nous sommes venus dire aux Congolais, comme Jérôme l'a dit, comme tout le monde l'a dit ici, nous devons être fiers de nous-mêmes aujourd'hui parce qu'en termes de 3T, de Tin Tanton Tungsten, le Congo a fait preuve d'une nation organisée. Le complot qui a été monté contre la guerre économique qui nous a été livrée, nous l'avons gagné la main haute. Et je le répète encore parce que nous sommes en fin d'émission. Et nous sommes premiers producteurs du coltan depuis 2017 jusqu'à ce jour. Et cela dérange beaucoup de personnes. Le Congo fait la traçabilité et respecte le guide de l'OCDE, les 6 outils de la CIRGL. Et donc, les minéraux de chez nous, ça part avec le drapeau du Congo. Donc, c'est un marché magnifique. Et nous avons accès au marché international dans la chaîne de traçabilité avec les acheteurs finaux. Voilà pourquoi ils veulent casser cet élan, mais comme on le dit, avec la dynamique que nous avons tous ensemble, avec la stratégie qui est en train d'être faite, eh bien ça ne va pas réussir. Parce que, et même en termes de criticité, ça il faut le dire, 60 à 80% des réserves mondiales, même pas évaluées aujourd'hui, mais sont au Congo. Et en plus, et comme je l'ai dit, personne ne peut se passer du coltan de la RDC qui a très bonne teneur, qui a très bonne composition centésimale et qui produit la poudre de tantale de haute qualité que nous utilisons dans les condensateurs. Et tout cela nous environne. Et je crois que ce n'est pas en se plaignant, non. Je crois 30 ans après, 15 ans de lutte dans ce secteur des 3T, eh bien je crois que nous avons gagné le pari et nous le gagnerons toujours. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais c'est pas, je ne veux pas dire que les Congolais sont en train de se plaindre.
Je voulais peut-être embrasser l'idée géniale du président de la République, par exemple pour la vente de l'or ou du diamant. Il a préféré coopérer directement avec les Émiratis. Vous voyez, les Émirats Arabes Unis, les Qataris sont venus ici, ils ont échangé avec le chef de l'État. Désormais, c'est des contrats win-win, gagnant-gagnant. On exporte de l'or et même la quantité d'exportation a augmenté, Jérôme Sekane. Oui, vous savez, c'est ça la bonne politique, c'est ça l'approche qu'il faut. C'est ce que disait d'ailleurs M. Popol. Vous savez, nous devons arriver à nous organiser comme ça, faire en sorte que toute la production soit peut-être absorbée à l'intérieur du territoire national et ne pas permettre aux comptoirs qui sont installés de l'autre côté d'avoir suffisamment de moyens, mettre un prix assez élevé pour attirer ceux qui, les artisanaux qui exploitent. Donc, il faut que nous arrivions à prendre des dispositions. Et nous ne plaignons pas. Parce qu'il faut que les gens retiennent ça. Nous ne nous plaignons pas parce que nous connaissons ce que nous avons. Et ils cherchent ce que nous avons déjà. Donc, il est question de nous organiser. Et nous organiser comment, Oscar? Vous savez, nous devons contrôler notre espace aérien. Jusqu'au moment où nous parlons, ces gens continuent à atterrir dans des aérodromes sur des routes en terre. Nous avons des images qui montrent comment les avions atterrissent et décollent avec des minerais. Donc nous devons avoir la maîtrise de l'espace aérien. Et d'ailleurs, la RVA a 3 radars qui font déjà la triangulation, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Tous les éléments sont à notre portée et nous sommes capables. Il suffit d'un minimum de bonne volonté, on va maîtriser ça. Ça c'est de 1. De 2, il faut que nous arrivions à faire en sorte que tout ce que nous produisons soit consommé ou acheté par nous. Et là, qu'on ne permette pas à nos agresseurs de pouvoir prendre ces minéraux-là. Comme ces minéraux sont tracés, portent le drapeau de la République démocratique du Congo, ces minéraux doivent sortir avec les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis chaud, je voudrais même que ce minerai-là, au lieu de prendre la route de l'océan Indien, prenne la route de l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les boulevards flottants, le fleuve Congo, et c'était d'ailleurs l'approche des Belges, le minerai qu'on exploitait au Qatar venait par train jusqu'à Kindu, ça prenait le bateau jusqu'à Poncherville, Ubundu, ça prenait les bateaux, les trains jusqu'à Kisangani jusqu'à Kinshasa, et ça sortait. Et c'est de cette manière-là que nous allons donner de la valeur ajoutée à notre port en eau profonde, des bananas. Donc des histoires comme la cassitérite, des minéraux, tout ce qu'on exploite là-bas, il faut nécessairement que ça passe par Kisangani et ça vienne par ici. Ainsi, nous allons limiter aussi la sortie des minéraux de l'autre côté. Il y a des décisions qu'on peut prendre là. Même aussi en ce qui concerne de l'or. Au nom de quoi Kibali Gold Mining, toutes les autres sociétés peuvent installer leur quartier logistique, quartier général logistique à Entebbe? Est-ce que nous n'avons pas des espaces pour construire des aérodromes qui peuvent accueillir des gros porteurs en République démocratique du Congo? Ce sont des petites choses que nous devons faire. Nous devons prendre des décisions chez nous. Oui, mais pourquoi les avions, les gros porteurs des Quels gros porteurs? Mais bien sûr, ok, voilà, c'est moi qui ai la police de débat. Willy Kalengai. Non, je crois qu'il y a une décision douloureuse qu'il faut prendre. Elle sera difficile, mais elle est nécessaire. Parce que vous allez remarquer que les conflits naissent souvent là où il y a l'exploitation artisanale. Je sais que ce sera difficile parce que nous avons une économie qui est basée sur ça, qui a même des structures qui font semblant de gérer l'artisanat, mais je pense que les conflits dans le pays vont diminuer sensiblement. Si même pendant une période de 2, 3, 4 ans, je sais que c'est un débat qui va s'ouvrir sur ce plateau, mais comme nous sommes à la fin, personne ne prendra la parole pour contredire. Mais je pense que de manière souveraine, même pendant 2, 3 ans, on devrait interdire l'exploitation artisanale. Parce que c'est ça, quand vous regardez les différentes mines, là où les jeunes vont aujourd'hui, et là où les miliciens viennent autour des mines avec des armes pour protéger cette exploitation, elle est artisanale. Là où il y a la paix, c'est là où il y a les industries. Alors, si on peut prendre pendant une période donnée, 4, 5, 6 ans, nous interdisons l'artisanat minier à l'est du pays. En offrant une solution palliative. Bien sûr, les solutions existent, bien sûr. Ça existe. Je sais que c'est une décision. C'est pas facile. Mais je l'annonce quand même, tout en sachant que elle ne va pas être prise facilement. Mais c'est une décision inévitable si on veut éradiquer
totalement et profondément les causes de ces conflits, parce que tous ceux qui viennent pour piller ont besoin de main-d'œuvre, et c'est parce que la main-d'œuvre peut accéder aux minéraux, parce que des enfants, des femmes et des pères de famille peuvent prendre des sacs de minéraux sur leur corps et aller vendre au Rwanda, que la guerre continue. Voilà, nous allons terminer peut-être avec des données chiffrées, si vous en avez. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, combien en termes de tonnage la RDC perd des minéraux à travers la contrebande ou l'exploitation illicite des minéraux qui traversent la frontière vers d'autres pays? Oui. Avant de donner les chiffres, je voudrais revenir sur ce que William a dit. Il y a ce qu'on appelle en RDC une stratégie qui a commencé depuis plus d'une décennie, qui s'appelle la formalisation de l'artisanat minier dans sa mutation progressive vers la petite mine et l'industrialisation. Ça marche, parce que moi je suis le fruit de cela. Et je crois que tu as participé plusieurs fois. J'ai montré comment on a fait la mutation de l'artisanat minier vers la semi-mécanisation, parce que, n'oublie pas, la situation économique de la RDC fait que nous avons 2,5 millions d'artisanaux miniers qui travaillent dans tous les secteurs confondus, jusqu'au sable, au gravier et consorts. Vous prenez une moyenne de 10 personnes par famille, vous avez 25 millions de personnes qui dépendent de ça. Et le gouvernement de la République, pour ton information, est dans un programme de cette mutation progressive qui marche parce que vous avez vu qu'on a vu ce qu'on a fait dans le Tanganyika, dans le Katanga, des créateurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une semi-mécanisation. On envoie les engins jaunes, on fait la découverture, on apporte l'eau sur le site et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si le DG vous en parle, nous avons un projet industriel de transformation du coltan sur place en sel de tantale. Et le projet s'est freiné un peu à cause de la guerre. Et je crois qu'il faut prendre les choses dans une perspective globale. En termes de chiffres, je crois que pour l'année 2022, 2023, on est en train de compiler encore le cours d'eau était au CTCPM, avant de devenir DG, c'est la 7 cellule technique. Nous avons produit 2222 tonnes de concentré de tantale. Je parle de tantale parce que c'est mon domaine. Et quand vous comparez maintenant US Geological Survey, les gens peuvent aller chercher là-bas, et tous ceux-là qui doutent de cela, vous allez trouver qu'en 2022, nous avons fait 860 tonnes de contenu métal. Et si vous remarquez bien, ça va de pair parce que notre coltan qu'on exporte, le concentré varie entre 22 à 25% et parfois 30% en pentoxyde de tantale. Quand vous faites un petit calcul, vous allez voir que ces statistiques sont tout à fait correctes. Et je n'ai pas les statistiques, je crois que le DG va nous aider. Pour 2023, nous avons fait, 2023 qui vient de se passer, 960 tonnes en termes de contenu métal. Loin devant le Rwanda. Et ça, c'est officiel, ça vient de US Geological Survey. Et quand vous allez au CTCPM, ça va se compiler. Et les gens peuvent aller sur le site de CTCPM, ils vont voir que sur toutes les matières que nous avons, eh bien, les statistiques sont là, sont bien commentées, sont bien travaillées. Et donc, il faut seulement aller lire. Monsieur le directeur général, un complément? Mais il l'a dit, donc je ne vais pas ajouter. Mais puisque nous allons chuter, quel est mon message? Puisque nous sommes devant des hautes autorités de la communication, il faut nous aider à avoir des instruments qui peuvent faire la différence. Nous avons et nous cheminons avec les cheminots ici depuis longtemps. Ce qui nous manque souvent, c'est d'être capable de faire le visuel, de montrer aux gens ce qui se passe. On arrive, on a la parole, on a nos PowerPoint, mais on n'a souvent pas d'image, parce qu'on n'a pas une construction d'image faite par les Congolais. Si on pouvait aller sur le terrain, voir les histoires, quand on dit que nous sommes en train de souffrir, comme Madame a dit, et que l'on montre, nous qui avons cette capacité d'être en face de ces gens, c'est là où nous allons leur dire, nous allons regarder ce qui se passe. C'est extrêmement important qu'on ait des pamphlets, des films, des documentaires faits par les Congolais.
Parce que c'est toujours Al Jazeera qui vient, qui nous bombarde, ils sont déjà de ce côté. Mais nous, là, la maman qu'on a montré tantôt, comment elle souffre, ça nous permet, lorsqu'on dit, voilà, je vais faire ma présentation, mais en moins de 2-3 minutes, laissez-moi vous faire passer ce documentaire. On fait passer au monde. Là, on attire quand même l'attention. Notre difficulté, c'est qu'on n'a pas ce genre d'instruments, des films, des documentaires, qui puissent étayer ce que nous sommes dit. Tout comme de la même manière quand nous disons, voici ce qu'était Bissy hier, voici ce qu'est Bissy aujourd'hui, voici ce qu'était Kabila. On a besoin de ce genre d'instruments parce que nous avons ces portes ouvertes à travers le monde. On va bientôt aller ils vont bientôt aller à l'OCDE. Si on a ce genre de construction, cette stratégie que nous sommes... Les supports visuels. Les supports visuels qui peuvent... des médias c'est frappant, ça capte beaucoup plus. Et ça, on manque beaucoup dans notre secteur. Je pense que nous aurons un accompagnement dans ce sens-là pour qu'à chaque fois, quand on expose, nous parlons d'un sujet, des visuels, des supports visuels qui nous accompagnent. Nous sommes en train de terminer justement cette émission. Je pense que ce sera votre dernière prise de parole. Si juste vous pouvez me permettre, à cause de mon cheminot qui a parlé de l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale, elle est pénible. On ne la veut pas. Mais pour le moment, c'est comme des aspirines. Ça soulage toute une communauté parce qu'on n'a pas leur offrir. Même si demain on fait l'agriculture, oui, mais ça prend du temps. Donc il faut qu'il y ait cette transition. Prenons le cas de Bissy, c'était les artisanaux. On en a pris quelques-uns, on a formé, la communauté a commencé à se calmer et puis ça tourne. On va aller, mais il faut faire une industrialisation accélérée. Qu'on ait plusieurs compagnies minières congolaises, on peut le produire. Et mon champ de choses, c'est commencer par nos 6 entreprises de l'État congolais, qui aujourd'hui, aucune n'est productrice. Tous sont là, mais elles ne produisent pas. Il faut qu'on recommence. Si on commence par ça, on va déjà évacuer. Et ensuite, on peut utiliser, pas seulement Kisangani, mais par la route Katanga-Kassai, il faut évacuer. On doit déjà commencer à réfléchir que nous sommes maintenant à 3 millions de tonnes de cuivre. On ne va pas toujours continuer à le produire via passer par route. Et donc on doit commencer à penser là et tout ça. Faire au rail, ainsi de suite. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que nous sommes en train de terminer ce panel, ce plateau spécial. Je sais que dans 50 minutes, dans 1 heure, on ne va pas épuiser toute la matière, voir la qualité des invités que j'ai eu à voir sur ce plateau. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Merci à Popol Maboulia. Merci Oscar. Merci à Serge Moulumba. Merci Oscar. Surtout pour la contribution. Merci à William Kalinga. Merci beaucoup. Merci. Merci à Merci Jérôme Oscar. Mikana. C'était un plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris que les pillages systématiques des richesses, c'est l'effet du Rwanda avec des multinationales qui sont derrière. Et aussi, c'est l'effet aussi des pantins, des marionnettes congolais. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez daigné nous accorder. Excellente soirée à tous et au revoir.